Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Yves Mettereau, président de Cap Atlantique, maire de La Baule, avec une actualité chargée. Alors avant de parler du local, de Cap Atlantique, de La Baule, monsieur le maire, monsieur le président, on va quand même parler de politique nationale. Vous avez annoncé votre soutien officiel à la candidature d'Alain Juppé à l'élection présidentielle, évidemment à l'élection présidentielle et aux primaires à droite. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce choix ? Alors j'ai évidemment, comme beaucoup de Français, bien réfléchi à ce que serait la prochaine élection, la prochaine échéance présidentielle. Et je me dis que il y a à peu près un Français sur deux qui avait voté pour Hollande, qui ne votera plus pour François Hollande, et à peu près un Français sur deux qui avait voté pour Nicolas Sarkozy et qui ne votera plus non plus pour Nicolas Sarkozy. Et que suivant la tournure que prennent les choses avec les primaires ou avec cette espèce d'approche, nous risquons de nous retrouver avec François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Et je dois dire qu'il y a deux candidats qui sont pratiquement rejetés par l'ensemble du pays, et une troisième qui, si elle n'est pas rejetée, peut inquiéter, ce qui est mon cas, et c'est la raison pour laquelle, moi qui connais depuis assez longtemps Alain Juppé, qui est vu, comme beaucoup d'autres, ce qu'il avait réalisé à Bordeaux, qui a eu une expérience d'homme d'État et non pas seulement de politicien. Ministre du Budget, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Et qui avait tenté des réformes à une époque où c'était probablement prématuré avec Jacques Chirac, ce qui lui a valu la dissolution et son départ, malheureusement. Mais il a été un de ceux qui avait, dès 1997, envisagé les réformes nécessaires à la France, c'est-à-dire la réforme des retraites, le code du travail, la sécurité sociale et un certain nombre de réformes que tout le monde souhaite, avec aussi une certaine inquiétude. Et puis, je crois vraiment qu'il a l'envergure d'être un prochain président de la République et qu'il le fera avec beaucoup de cœur, beaucoup de conscience. Alain Juppé, pour moi, ça n'est pas un carriériste. C'est plus un arriviste non plus. C'est quelqu'un qui a une vision pour la France, et cette vision, moi j'aimerais bien que beaucoup de Français la partagent parce que c'est dans l'intérêt de notre pays et il est grand temps. Alors si j'ai bien compris, monsieur Mettereau, ce n'est pas un choix simplement stratégique, au sens Alain Juppé est le mieux placé pour gagner, donc il faut se rassembler autour d'Alain Juppé parce que c'est le seul capable de battre les sortants. C'est aussi un choix de conviction parce que ce qu'il défend correspond à ce que vous attendez pour la France. Pourtant, on entend souvent dire qu'Alain Juppé ne se dévoile pas trop, il est prudent, ses convictions sont très proches du centre, alors que l'on entend aussi, je ne suis pas le seul à le dire, que celui qui a le mieux travaillé dans ses propositions reste François Fillon. Paradoxalement, c'est celui qui a sans doute peut-être le mieux travaillé, qui va très loin dans ses propositions, mais qui est inaudible et qui est très mal classé dans les sondages jusqu'à présent. Bon, il n'est pas très mal placé. Bon, François Fillon, ou quatrième de la primaire. À mon avis, a un défaut, c'est qu'il hésite longtemps à s'engager définitivement. François Fillon aurait pu être maire de Nantes, François Fillon aurait pu se présenter à Paris. François Fillon est toujours un petit peu en retrait. Et puis, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment, c'est qu'il a été pendant 5 ans le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et que, bien sûr, aujourd'hui, il fait un petit peu son autocritique de ce qu'il n'a pas pu faire ou de ce qu'il aurait aimé pouvoir faire, mais malgré tout, il a eu l'opportunité pendant 5 ans, il a engagé d'ailleurs un certain nombre de réformes, dont la réforme des retraites, qu'il a engagée mais qu'il n'a pas terminé, loin de là, puisque c'est quelque chose qui doit évoluer avec le temps, avec l'âge de la retraite. Et en fait, François Fillon, j'ai un peu peur qu'il n'aille pas jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il a déclaré tout récemment que s'il n'était pas élu aux primaires, il arrêtait la politique. Alors, quand on est un homme politique, qu'on a de l'ambition et qu'on a la volonté, non pas pour soi-même, mais pour la France, parce qu'il faut avoir des convictions, parce que ça sera difficile de changer
un certain nombre de mentalités et d'arriver à redresser ce pays qui, progressivement, tout le monde en est bien conscient, décline dans une ambiance générale que je n'ai jamais connue, moi, en 40 ans de vie publique. Alors on a compris pour François Fillon, on a compris les raisons du soutien à Alain Juppé. Sur Nicolas Sarkozy, vous avez aussi répondu, M. Metteroth, en disant, vous avez pris acte que la moitié de ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy n'ont plus l'intention de le refaire. C'est ce que d'ailleurs la plupart des parlementaires qui sont sur le terrain disent. Voilà. N'avez-vous pas envie d'aider un jeune comme Bruno Le Maire, par exemple ? Alors, je trouve que Bruno Le Maire a certainement des qualités, il l'a montré d'ailleurs dans ses fonctions à l'agriculture, mais je pense aussi que dans les moments difficiles que nous traversons, dans les moments où nous connaissons un déclin, où nous sommes décrochés au niveau économique international, où nous avons vraiment encore une fois à redresser ce pays, il faut quelqu'un qui ait l'expérience et qui donne confiance à la population, qui rassemble assez largement de la gauche qui est en train d'évoluer aujourd'hui, avec, on le voit bien, avec Manuel Valls ou Emmanuel Macron, dont on ne sait pas d'ailleurs très bien s'il va rester au gouvernement ou s'il va pouvoir continuer à tenir dans un gouvernement qui hésite sur son positionnement. Je trouve qu'Alain Juppé peut rassembler et donner confiance parce qu'il a encore une fois la capacité, l'expérience et la stature, et nous avons besoin, je pense, d'une personnalité de cette envergure, ce qui n'exclut pas bien entendu que Bruno Le Maire ait sans doute un ministère si Alain Juppé venait à être élu. Et je pense que là-dessus, c'est quelqu'un qui jouera parfaitement le jeu avec Alain Juppé. Vous avez rencontré Alain Juppé à plusieurs reprises, vous l'avez vu en tête-à-tête, vous avez discuté avec lui. Vous aussi vous-même oui, mais moi, parce que c'est mon métier aussi. Nous, c'est par amitié qu'il l'a fait, à votre égard. Et Metteroth, que lui conseilleriez-vous, que lui diteriez-vous, qu'attendez-vous finalement, 2-3 réformes urgentes pour notre pays ? En réalité, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que on ne peut pas continuer à vouloir redresser la France, à aider les collectivités locales qui souffrent énormément aujourd'hui, on pourra en dire un mot tout à l'heure, si on ne renoue pas avec une forme de croissance. Là-dessus, je pense qu'il faut alléger le code du travail. Il faut se repartir sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, la santé, le coût de la santé en France n'est plus couvert. Les jeunes se disent, est-ce que je vais continuer à payer des retraites que je ne toucherai jamais ? On a un problème également au niveau du chômage, où quand on finalement on a quelquefois tous les comptes faits, plutôt intérêt à toucher les indemnités de chômage qu'à reprendre un emploi salarié quand celui-ci se situe au niveau du SMIC. Et ça peut se comprendre. Donc il y a là un certain nombre de choses à réformer. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Moi, je viens de faire un tas de cérémonies des vœux, tout le monde m'en parle. Et en fin de compte, les gens attendent quelqu'un qui ait le courage de simplifier aussi la vie de la France, la vie administrative de la France. On est assailli de paperasserie. Il y a un exemple très, très clair, hein, c'est très simple. La population de la France a augmenté de 5 millions de personnes en l'espace de 14 ans, de 2001 à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons exactement le même nombre d'emplois privés qu'en 2001, c'est-à-dire 16 millions. Et les 5 millions, ils sont où ? Eh bien, c'est très simple. Il y a 3,5 millions de plus de retraités, il y a 1 million de plus de demandeurs d'emploi, et il y a 400 000 fonctionnaires de plus. Et vous faites le compte, vous retrouvez vos 5 millions. Le problème, c'est que toutes ces personnes-là, en réalité, ils vivent sur la dépense publique et qui viennent peser lourdement sur le budget de la dépense publique, que ce soit les retraités, que ce soit les demandeurs d'emploi indemnisés ou que ce soit les fonctionnaires qui, jusqu'à leur et après leur retraite, vivent effectivement sur le budget
de l'État ou sur le budget des collectivités locales. Je crois que là, on a fondamentalement à se reposer la question, on ne peut plus continuer, on ne pourra plus tenir avec 40% d'emplois privés qui paieront pour 60% de la population française. Donc toutes ces réformes seront menées par Alain Juppé. J'ai eu le privilège d'approcher de près Matignon quand Alain Juppé était Premier ministre. Un de mes meilleurs amis, même à l'époque, s'appelait Jean-François Probst. Il est décédé depuis, c'était son directeur de cabinet. D'abord, Juppé a toujours su s'entourer de gens très brillants. Même maintenant, dans la nouvelle génération, on voit des gens comme Virginie Calmel, etc. Une femme très brillante. Il sait vraiment s'entourer. C'est quelqu'un de déterminé qui ne lâche pas. Et contrairement au portrait que vous nous faisiez de François Fillon, c'est l'eau est pas trop chaude et pas trop froide, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, il y va lui, voilà. Donc, et bien voilà, donc engagez-vous, dit Yves Metterots pour Alain Juppé. Voilà, vous nous avez donné quelques... Oui, et puis j'essaierai, Yannick, juste pour la forme, de l'aider localement en ayant un comité de soutien qui soit efficace. De même que j'ai usé également de mes relations au niveau de l'association des maires de Loire-Atlantique, dont j'ai été le président pendant 12 ans, pour rallier un certain nombre de maires et d'élus locaux autour de la candidature d'Alain Juppé, parce qu'il est lui aussi maire depuis longtemps. Il a fait de Bordeaux une très belle ville. Chacun s'accorde à le reconnaître. Et nous avons besoin, nous, élus locaux, aujourd'hui où nous sommes vraiment dans de grandes difficultés, d'avoir cette aide. Non seulement les mairies, non seulement les villes, mais aussi les intercommunalités, et encore plus les intercommunalités, ce qui est ahurissant, alors qu'on prône l'avenir de l'intercommunalité un peu partout. Eh bien, nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne aussi les élus locaux et qui ne fasse pas voter des lois, comme nous en avons une, comme la loi NOTRe, qui est votée par des parlementaires sans aucune concertation avec les élus locaux qui, eux, seront chargés de la faire appliquer. Ah. On est le seul pays d'Europe qui fait cela. Alors, ça nous permet de passer au local, Yves Metterots. Au local, il y a plusieurs projets pour la Baule. J'aimerais commencer par l'événement, c'est le projet des Roches Rouges, nouvel hôtel. Où en êtes-vous ? Comment les choses vont se passer? Quel est le calendrier? Quel est le point sur les recours? Y en a-t-il? Si oui, de quel ordre? Alors, l'idée au départ, bien entendu, était d'avoir à la Baule, nous n'avons qu'un hôtel 4 étoiles à la Baule, c'est le Majestic, et donc nous avons besoin... Alain Juppé descend. Il était descendu, je crois, oui, effectivement. Nous n'avons qu'un hôtel 4 étoiles à la Baule, et dans ce quartier, dans ce secteur de la Baule-les-Pins, près de la piscine, pas très loin de la mer, nous avions un terrain disponible, et depuis la révision de notre plan local d'urbanisme, nous avions toujours indiqué qu'il faudrait avoir là un projet, alors immobilier ou hôtelier de préférence, parce que la Baule reste une station touristique balnéaire cotée. Il suffit de voir d'ailleurs le nombre d'appartements qui se construisent et qui eux se vendent, contrairement à d'autres endroits de France où on construit beaucoup et on ne vend pas grand-chose. Nous avons le secteur de la Victoire qui est en cours, et puis ce quartier-là qui, avec la réalisation d'une piscine neuve, moderne, un petit peu plus petite, mettrait en valeur la Baule-les-Pins, qui a besoin aussi d'un petit peu de dynamisme pour la mise en valeur de ses activités commerciales et de ce quartier d'une manière générale. Piscine neuve moderne, vous parlez d'Aquabaule. Voilà, Aquabaule, c'est de la compétence de la communauté d'agglo Cap-Atlantique, qui va donc, les études sont en cours, le choix du maître d'œuvre est pratiquement acté, et nous envisageons de fermer à fin 2016 la piscine actuelle pour entamer les travaux de reconstruction qui vont durer à peu près 2 ans. Mais ce sera une piscine plus compacte aux normes et qui présentera toutes les garanties de fonctionnement d'une piscine d'eau de mer agréable pour notre ville. Et à côté, donc, ce grand terrain qui n'est mitoyen d'aucun autre terrain,
me semblait utile et judicieux pour y réaliser un hôtel et environ une 30 à 35 appartements en complément qui utiliseraient les services de l'hôtel. J'ajoute que je verrais bien un restaurant au dernier étage, c'est-à-dire au 6e ou 7e étage. Enfin, il y a une attique qui est prévue et qui serait un restaurant panoramique qui donnerait en grande partie sur la mer. Pour vous rappeler l'Espadon. Qui rappellerait un peu les succès effectivement de l'Espadon que nous avons tous plus ou moins connus et qui en même temps valoriserait l'hôtel et valoriserait tout le quartier. Donc j'étais très attaché à cela. Puis il y a évidemment un aspect, une contrepartie financière, puisque ce terrain, ce n'est pas un secret, ça a été dit au conseil municipal, nous l'avons vendu 3 millions d'euros et que, bien entendu, ces 3 millions d'euros, aujourd'hui, dans le budget de la ville de La Baule, au niveau des investissements et même au niveau du fonctionnement, auraient été bien utiles. Bon, nous avons de recours, je dois dire que je m'y attendais parce qu'il y a un certain nombre de gens qui tout autour se sont émus de cette réalisation. On a beaucoup parlé cet été dans les réunions de résidence secondaire auxquelles je suis allé d'ailleurs de cette réalisation. Elle a été en partie adoptée, en partie critiquée. Je n'ai jamais trop réussi à savoir si vraiment il y avait une majorité pour ou contre. Moi, je crois sincèrement que La Baule ne doit pas s'endormir, que La Baule ne doit pas être une ville du passé et ne vivre et n'avoir comme objectif que de revenir à ce qu'elle était dans les années 50. Ce que certaines associations de résidence secondaire, ou tout au moins le président de certaines associations de résidence secondaire, ont comme idéal, me semble-t-il. Et pour moi, si nous avions pu vendre ce terrain, il est évident, je le dis et je le répète, que cette année, je n'aurais pas augmenté d'1,5% les impôts, comme je suis obligé de le faire, en raison de la pression drastique que nous met l'État au niveau des finances publiques locales. Très bien. Alors, les recours, c'est quelques mois, c'est quelques années. Quand ce projet pourra-t-il éclore Alors, les recours, d'abord, les recours ne me paraissent pas fondés pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avions pris grand soin de vérifier avec nos conseils, nos avocats, la viabilité de ce permis de construire. Et quand j'ai examiné les motifs de recours, cela m'a paru assez léger. J'espère que dans les 6-7 mois... Il y a eu une nouvelle loi maintenant qui change d'ailleurs beaucoup de choses. Oui, on ne peut pas faire n'importe quel recours, n'importe comment. Il y a effectivement grâce à Emmanuel Macron, des recours abusifs qui peuvent être aussi sanctionnés. Voilà. J'ajoute que, quel que soit le bâtiment, compte tenu de la proximité des deux propriétaires qui ont fait un recours et qui sont peut-être aussi instrumentalisés, je ne vais pas... Quel que soit le projet, ce sera un projet gênant pour eux, sauf si on fait un jardin. Mais je n'imagine pas un instant qu'à La Baule, sous la pression de 2, 3 ou 4 ou 5 propriétaires, on ne fasse plus rien. On laisse ce terrain vierge. Et qu'on fasse table rase de tout projet. Parce que aussi, ce serait un mauvais exemple à donner. Cela voudrait dire que La Baule, c'est terminé, qu'il n'y a plus d'investissement à faire, qu'il n'y a plus de projet et que, ma foi, il faut vivre comme on vivait dans les années 60, dans les années 50, dans les années 60, avec des villas sur le boulevard de Mer qui peuvent tomber en ruine, c'est pas grave, avec des terrains Vous faites allusion à un autre fait d'actualité. Je fais allusion, effectivement, chacun l'aura compris, à un autre fait d'actualité, qui va aussi donner lieu à un engagement de la part de la ville contre une association dont je comprends à la limite la motivation, il m'avait prévenu du reste, mais dont je ne partage pas forcément les options pour l'avenir de La Baule. Qu'on veuille détruire Versailles, oui, mais là, on a le sentiment que dès lors qu'une maison a plus de 40 ou 50 ans, ça y est, c'est au monument historique, on n'y touche plus. Oui, et puis ça dépend de cette maison, pour l'évoquer très brièvement, sa démolition avait valu...
j'avais interrogé l'architecte des Bâtiments de France qui m'avait donné son accord pour la démolition et la reconstruction. Moi, je ne fais rien si l'architecte des Bâtiments de France se positionne contre un projet de la ville. Ça fait partie des règles de l'AVAP qui a remplacé la ZPPAUP, et je suis très respectueux des avis de la hiérarchie et d'une certaine façon de la tutelle de gens qui sont compétents à ce niveau-là. Nous, c'est une vieille villa qui effectivement est en très mauvais état, qui va se dégrader. J'ai connu, moi, le secteur 6 bis du haut de l'avenue de Gaulle, quand il y avait là un tas de ruines, et que pendant 40 ans, des décennies, oui, voilà, pendant 40 ans, du docteur Dubois, en passant par Olivier Guichard et jusqu'à moi, pendant une dizaine d'années, on a gardé un tas de ruines à cet endroit-là, qui était loin d'être valorisant pour l'image de la Baule. Je n'ai pas envie de revivre ça, même si c'est ponctuel en certains endroits, et puis ça montre bien le peu de confiance que me font certains résidents ou que font certains résidents dans le jugement de leurs élus. Ils se disent oui, après, une fois qu'il aura fait ça, ça va partir dans tous les sens, toutes les villas vont être démolies, on va faire des immeubles à la place. Mais enfin, est-ce que j'ai, pendant ma vie, pendant ma carrière d'élu, qui maintenant est de 35 ans... Vous n'auriez pas fait voter une zone d'aménagement protégée au centre de la Baule si vous étiez dans cette optique? Mais absolument, bien entendu. Et puis, dans la vie publique, il faut aussi faire confiance à ses élus, aux gens avec qui que l'on côtoie, au bon sens des élus locaux qui sont pas tous des gens qui veulent à tout prix enlaidir leur ville. Et la moderniser ne signifie pas l'enlaidir. Certainement. Vous auriez voulu faire la principauté de Monaco ou Singapour, ça signifie pas l'enlaidir non plus. Ça aurait été un autre choix stratégique. Oui, enfin c'est pas le cas. C'est pas le cas non plus. Parce qu'enlaidir, ça signifie bien autre chose. Bien sûr. Et moi, j'habite la Baule depuis plus de 65 ans. C'est pas à l'âge que j'ai. Vous voulez en faire une ville moderne, respectueuse de son passé, c'est ce qu'on décèle. Voilà. Oui, mais qui ne soit pas un village de Schtroumpf non plus. C'est-à-dire un village où on reste sur ce qu'on a connu et où on reste tout le temps sur ce que l'on a connu. Si on veut évoluer dans le monde d'aujourd'hui, et Dieu sait si je soutiens Alain Juppé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on a besoin de moderniser une ville dont on a la charge. Et le monde entier ne nous attend pas. Il suffit de prendre un billet d'avion et de voyager pour voir chaque année que personne ne nous attend. Voilà. Absolument. Alors, un autre sujet là qui a suscité quelques interrogations, c'est la baisse de population à La Baule avec les chiffres de l'INSEE. J'ai analysé, c'est très amusant, ces chiffres de l'INSEE dans d'autres villes que l'on peut comparer à La Baule, comme Le Touquet, Biarritz, Dinard, Saint-Jean-de-Luz. J'ai même regardé toute la façade méditerranéenne avec Saint-Raphaël, Cannes, Fréjus. Toutes les villes similaires à La Baule baissent en population à l'année, parfois dans des proportions plus importantes, parfois dans des proportions comme La Baule, et on observe que la ville voisine qui se trouve côté terre, elle, augmente en population. Alors est-ce lié finalement à un problème de pouvoir d'achat ? Et non d'attractivité, parce qu'il est facile après de dire La Baule a baissé en population, c'est normal, il se passe rien. Voilà, tout à fait. Oui, alors ça après on peut faire, on peut se servir de. C'est pour ça que j'ai précisé ça. On peut se servir de la démographie pour faire un peu de la politique, mais en général ça va pas très loin. Oui, mais si on est honnête, on regarde les sociologies similaires. Effectivement, la plupart des villes du littoral ont tendance, je dis bien un peu tendance, à baisser. Pourquoi ? Parce qu'elles sont construites depuis déjà au moins plus d'un siècle, la plupart d'entre elles, que dans ces villes-là, on a mis en place des règlements, et l'État, le premier, a mis en place des règlements comme la ZPPAUP d'ailleurs. Il a mis en place également des règles d'inconstructibilité dans toute la partie agricole de La Baule. Il a mis en place des règles d'inconstructibilité ou de difficulté d'extension dans les zones inondables de La Baule, si bien qu'il ne reste plus à La Baule pour s'étendre, pour avoir de nouvelles populations permanentes, qu'un quartier en gros, enfin deux quartiers, on va dire le Bellon
et le quartier du Guésy. Bellon, c'est 3 quarts Guérande et 1 quart La Baule. Donc, en fait, nous sommes très limités. C'est pour ça qu'on reconstruit tant bien que mal la ville sur la ville. C'est ce qu'on voit avec le centre-ville aujourd'hui. Et que, en fin de compte, nous augmentons encore en population résidente secondaire. Nous augmentons encore de manière très sensible parce qu'il y a une vraie attractivité, mais que les prix d'achat des terrains devant la raréfaction des surfaces constructibles deviennent de plus en plus chers à La Baule et que seuls des lotissements groupés dans lesquels on peut avoir à la fois des résidents permanents, des résidents secondaires et des logements sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là également, sont encore possibles dans notre ville. Mais dans quelques années, nous n'aurons plus un seul terrain disponible à La Baule. Quel est le sens de résident à Eulanée au sens de la statistique Kinsey ? C'est le foyer fiscal, c'est le résident fiscal? Oui. Alors, en principe, d'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils s'étaient trompés il y a quelques années parce qu'ils avaient inclus les travailleurs saisonniers qui résidaient, par exemple, dans la chaîne barrière. Ils les avaient inclus comme des résidents à l'année, ce qui faisait qu'on n'était pas loin des 17 000 habitants, puis qu'on est redescendu de 500 ou 600 habitants. Bon, c'est pas, à mon avis, catastrophique à partir du moment où la capacité financière de la ville reste importante, que les moyens de la ville restent importants, même sans imposition pour les résidents secondaires, que je n'ai pas du tout envie d'imposer, parce qu'ils participent à la notoriété, à l'attractivité de La Baule. Mais en réalité, la proportion, c'est toujours à peu près pareil. C'est 16 200 ou 16 500 habitants de résidents permanents et un nombre de résidents secondaires qui est assez difficile à comptabiliser, en fin de compte. On sait qu'on a à peu près 15 000 résidences secondaires. Et même à définir. Quelqu'un qui vient chaque week-end, est-il à résidence secondaire? Et on vient à 2, comme on peut venir à 10. Et en réalité, ce qui fait le poumon financier et l'attractivité de La Baule, c'est bien son succès auprès des résidents secondaires qui ont envie d'y habiter, parce qu'on y fait du sport, parce qu'on a des restaurants ouverts, parce qu'il y a un palais des congrès qui a une programmation, parce qu'il y a des cinémas, parce qu'il y a des animations tout au long de l'année. Et c'est surtout cette capacité à ramener les résidents secondaires de plus en plus souvent. S'il vient chaque jeudi soir et repart chaque lundi matin, on ne va pas le traiter comme résident secondaire de la même manière que s'il vient entre le 1er et le 15 août. Oui, parce que l'avenir, vous le comprenez, l'avenir est dans les grandes métropoles. La France se développe autour des grandes métropoles. Mais la vie, notamment les week-ends, notamment les vacances, dans ces grandes métropoles, elle est pas du tout celle que les gens souhaitent aujourd'hui. De moins en moins. De moins en moins. Ils ont envie de s'évader. Ils ont envie de venir dans un endroit au bord de la mer, mais pas complètement fermé, pas un endroit forcément sauvage, mais un endroit qui leur change les idées. Par contre... Avoir un cinéma ouvert, avoir une brasserie ouverte à 22h, voilà, c'est ça. Autre chose. Voilà, autre chose. Une autre vie. Par contre, l'avenir, elle est... les grandes villes qui tirent la charrette, je crois que c'est 25% du produit intérieur brut du monde sera dans 10 ans dans les grandes villes du monde. Ce sont des villes énormes comme Tokyo, comme San Francisco, Los Angeles, ou chez nous, l'île Roubaix-Tourcoing, Lyon, Marseille et Paris, bien entendu, et Nantes, qui est un peu moins importante, mais l'avenir est aux métropoles. Ça pose le problème d'ailleurs, d'un côté du développement des villes, et de la mise de côté du monde rural ou des qui villages. Qui va perdre ses services publics. Qui perd, effectivement. Son épicerie. Et qui vote Front National. Oui, voilà, exactement. Alors justement, vous parlez de l'attractivité de La Baule, les restaurants de plage, Gilles Météo. Où en est-on? Y a-t-il un risque? Alors, je ne vais pas dire ma question, a-t-il un risque de voir ces restaurants de plage fermés définitivement puisqu'il y a des nouvelles concessions validées par l'État, nouvel appel d'offres, tout redeviendra normal pour une période de 12 ans. Mais dans un laps de temps
entre l'appel d'offres, la reconstruction, la fermeture, y a-t-il un risque d'avoir une plage de la Baule sans restaurant de plage pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois? Effectivement, c'est là la difficulté. Mais comme vous connaissez bien les restaurants de plage, j'ai rien à vous apprendre de ce côté-là. Et c'est pour les gens qui nous écoutent, monsieur le maire. Et puis, en fin de compte, la difficulté, c'est l'articulation entre le moment où le nouveau délégataire sera choisi, où celui-ci devra proposer au service de l'État et à la ville les nouvelles concessions, enfin on va dire sous-concessions de plage. Pour la majorité d'entre eux, ça ne posera pas de problème puisqu'ils souhaitent démonter à partir du mois d'octobre et remonter à partir de l'été ou de Pâques. Pour une dizaine d'entre eux, effectivement, c'est un problème qu'il va falloir gérer avec le préfet et le sous-préfet et évidemment en accord aussi avec Pornichet, bien que le système soit pas exactement le même, que c'est Pornichet qui va décider directement avec des délégations de services publics, mais bon, la difficulté elle est là. À quel moment peut-on effectuer la transition ? Et combien de temps faut-il aux délégataires pour réaliser un nouveau plan de plage, en discuter avec les sous-concessionnaires actuels, et ensuite le soumettre à l'État, le soumettre à la ville pour voir ce que chacun va devoir faire dans son périmètre d'intervention. Et puis également lancer les publicités pour la reconduction ou pour le choix de nouveaux gestionnaires de certains établissements de plage. Donc ça porte sur une dizaine d'entre eux. Et c'est vrai que moi j'ai suggéré au service de l'État que nous ayons 1 an de plus quand le délégataire sera nommé, pour que nous puissions, en concertation avec les restaurants, avec les services de l'État, avec la ville, avoir le meilleur système qui est à mettre en place pour que le renouvellement de ces établissements, les nouvelles, on va dire les nouvelles normes, c'est-à-dire la démontabilité, le fait que certains devront être surélevés pour pouvoir résister aux tempêtes ou à la montée des eaux, si tel était le cas, puisse être sereinement envisagé, qu'on puisse trouver le moyen d'être le plus efficace possible, que ensuite le délégataire, je ne sais pas encore, puisqu'il y a deux sociétés qui sont en course pour cette mission, puisse ensuite faire son choix, et là je n'interviendrai pas au niveau de ce choix, et que les exploitants qui seront choisis puissent avoir une sérénité dans leur exploitation pour 12 ans. Voilà. Et que ça leur permette ainsi d'amortir les investissements qu'ils auront à faire. Bien entendu, moi je souhaiterais également que tout ne soit pas démonté totalement, parce que il y a des cuisines, il y a des liaisons avec l'assainissement, les toilettes, etc. Si on remet des installations en place, il me semble que les infrastructures lourdes ne devraient pas être démontées, si possible en tout cas. Donc on est toujours dans l'interrogation, dans l'incertitude, si j'ai bien compris votre réponse, monsieur Météo. Ça ne dépend pas de moi, c'est l'État, oui. Ça dépend de ce que fera l'État au niveau de la désignation du délégataire. Et ensuite, moi je demanderai au service du sous-préfet, du préfet, et également au ministère de l'écologie, de différer d'1 an la désignation des sous-concessions, notamment des restaurants qui veulent rester ouverts à l'année, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain à la hussarde en 3 mois. Bon. Et je ne serais absolument pas d'accord avec un démontage qui aurait lieu pendant l'été. S'il doit y avoir démontage à un moment donné, ça doit être évidemment dans la période hivernale pour permettre d'être opérationnel à la rentrée en gros de Pâques. Ce qui veut dire qu'il faut que nous gagnions 1 an. Très bien.
Merci encore Yves Metteros d'avoir accepté cette invitation. Souhaitez-vous terminer par un autre sujet d'actualité? Qu'est-ce qu'un message que vous n'auriez pas, que vous auriez envie de faire passer? Bon, j'ai pas abordé la question de la rénovation de l'éclairage public. Vous êtes déjà exprimé oui, c'est des choses que nous avons largement. La bien fibre, sûr. vous êtes déjà exprimé. On sait que ça arrive et puis ça dépend pas de vous. Maintenant, c'est Orange. Dans ce que j'entends, dernier point peut-être. Les travaux sont en cours de réalisation pour la fibre optique dans certains quartiers, d'après ce que l'on m'a dit. Et je comprends l'impatience des gens qui sont toujours un petit peu impatients. Anne Masseran ne voit-tu rien venir. Mais il est vrai aussi que ce soit les grandes sociétés ou les services publics, ça va jamais aussi vite que les gens voudraient en s'adressant au secteur privé totalement, quoi. Dernier point, là je m'adresse plutôt, ça concerne aussi Cap Atlantique. J'entends de plus en plus de critiques sur les temps de transport à La Baule avec la SNCF. On met plus 3 heures, on met 3 heures et quart dans le meilleur des cas. Il y a eu un TGV direct en moins. Pouvez-vous, avec le nouveau président de région, le conseil général, peut-être intervenir auprès de la SNCF? Est-ce que vous entendez cela aussi? Le problème du rail n'est pas du tout un problème qui est du ressort de Cap Atlantique. Je parlais de lobbying. Par contre, effectivement, je rencontrerai certainement le nouveau président de la région des Pays de Loire, Bruno Retailleau, que je connais bien également, et je pense que nous aurons un certain nombre de sujets à évoquer, notamment sur les grands projets de Cap Atlantique, où je souhaiterais que la région nous apporte son appui. Sur le tourisme, à un moment donné, on parle de la rénovation du boulevard de Mer, ça me paraît un projet suffisamment emblématique aussi pour que la région nous apporte son concours. Sur le petit séminaire de Guérande, qui pourrait être un centre culturel important pour l'ensemble de notre territoire, en même temps qu'il pourrait être aussi, je crois, dans l'avenir, le siège de l'Office intercommunal du tourisme, une maison du tourisme, et peut-être même y adjoindre un côté universitaire. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être avoir là, avec l'université de Nantes, la possibilité d'y installer un réseau universitaire. Un cursus peut-être lié à la mer, peut-être aux lié aux énergies nouvelles. Voilà. Et je crois qu'on regretterait, je le dis sincèrement, d'autant que c'est difficile aujourd'hui pour Cap Atlantique parce que nous avons la loi NOTRe qui met à notre charge un certain nombre de compétences nouvelles. Et puis, les intercommunalités, je le disais tout à l'heure, sont encore plus étranglées que les communes. Ça paraît curieux, mais c'est une vraie réalité. Alors qu'on dit l'intercommunalité, c'est l'avenir, on va faire ci, on va faire ça. Et en réalité, la restriction de la DGF de l'État est encore plus lourde pour les intercommunalités. J'ai les chiffres, 8 millions de moins en 3 ans, plus le FPIC, c'est-à-dire le fonds de péréquation intercommunal, qui lui va représenter peut-être 1 million d'euros. Si bien que ça nous empêche complètement tout nouvel investissement, sauf à prendre des risques et sauf à augmenter un peu, peut-être, mais ça nous serons peut-être obligés de le faire à un moment donné, la fiscalité intercommunale qui n'a jamais été augmentée sur le territoire des 15 communes de Cap Atlantique. Donc je crois qu'il faut continuer à avancer malgré tout. C'est pas facile, il faut avoir des projets, et ces projets, nous en avons 2 ou 3, une piscine à Herbignac, le petit séminaire, et puis la piscine de La Baule dont nous avons parlé à propos des Roches Rouges tout à l'heure. Et outre tous les services publics nouveaux que nous assumons, 21 compétences pour Cap Atlantique, il faut aussi qu'il y ait une solidarité absolue entre les maires pour que le tourisme, pour que les gens du voyage et plus tard la gestion des inondations et la protection contre les eaux soient prises en compte par notre intercommunalité dans une perspective que nous ne connaissons absolument pas et que malheureusement les parlementaires n'ont absolument pas regardé de près. Je le dis encore avec force, j'avoue que je ne comprends pas. Je ne suis pas très chevènementiste, mais quand Chevènement avait fait voter sa loi en 99, il avait mis en face des dépenses obligatoires pour les intercommunalités des recettes. C'était la taxe professionnelle. Aujourd'hui, on met une dizaine de compétences nouvelles et on ne met aucune recette en face.
Eh bien, merci Yves Mitterrand. On a commencé en disant du bien d'Alain Juppé et on termine en disant du bien de Jean-Pierre Chevènement. Mais il le mérite, c'était quand même un bon ministre de la Défense. Oui, et puis il a dit des choses réelles qui devraient s'appliquer aujourd'hui. Quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Voilà. Merci Yves Mitterrand, vous êtes, je le rappelle, président de Cap Atlantique, maire de La Baule. Merci d'avoir accepté cette invitation pour faire un tour d'horizon de l'actualité. Merci de m'avoir invité.